Mercredi 29 mars 2017, bienvenue à toutes et à tous au journal de 20h. Le projet de révision de la Constitution fait toujours parler de lui. Parlementaires et responsables de partis politiques ont échangé à propos. À suivre dans ce journal le compte-rendu. À Abomey-Calavi, le conseil communal est en session ordinaire. À l'ordre du jour, l'étude des rapports des commissions des arrondissements. À suivre également dans ce journal un reportage sur la promiscuité des habitants d'Akwakwa à Cotonou et des abattoirs. Beaucoup de dommages collatéraux subis. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est désormais officiel, Candide Azanahi est effectivement parti du gouvernement. Il a déposé sa démission au président de la République, le chef de l'État, qui l'a accepté. Il n'a donc pas assisté au Conseil des ministres ce mercredi. Le ministre d'État Pascal Koupaki l'a confirmé lors du traditionnel point de presse du Conseil des ministres. On écoute un extrait de ses explications. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il a effectivement reçu la lettre de démission de l'ancien ministre Candide Azanahi. Il en avait déjà pris acte, le chef de l'État. Ceci étant, le chef de l'État saisira l'Assemblée nationale pour recueillir son avis consultatif avant de procéder à un remaniement technique du gouvernement. Le ministre Koupaki a donné ses explications à l'issue du Conseil des ministres dont vous suivrez le point complet tout à l'heure autour de 21h. On va maintenant à la cour d'appel de Cotonou. L'audience est ouverte. Et puis nous retrouvons Jérôme Rongbo. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Serge Ayaka. Alors, la Cour d'assises de Cotonou a connu ce mercredi de son 4e dossier. C'est un cas de tentative de viol, violence et voies de fait, Jérôme. Tout à fait, c'est une scène fréquente dans nos rues où des jeunes hommes s'attaquent aux jeunes filles pour avoir des relations sexuelles non consenties. Nous sommes en 2004 à Cotonou, dans la nuit du 8 au 9 juin à 2h du matin. Deux hommes, Melchior Azé Amoussou et Gilles Koudjo, ont réussi à convaincre une jeune fille, serveuse de buvette, à monter sur leur moto afin qu'ils la déposent à destination. Sur le trajet, elle s'est rendue compte du traquenard et elle a commencé par lancer des appels au secours. À la lisière du stade de l'Amitié, voyant venir un véhicule de la police, les deux hommes ont essayé de se cacher, terrassant ainsi la jeune fille. Malheureusement pour eux, les forces de l'ordre ont réussi à mettre la main sur Gilles Koudjo, mais son complice, Melchior Azé Amoussou, a pris la clé des champs. Il sera appréhendé par la suite grâce aux investigations policières. Ce matin, l'un des prévenus ne s'est pas présenté. La Cour a procédé par disjonction pour traiter du cas Melchior Azé Amoussou. Ainsi, à la barre, il a carrément dit une autre version des faits. Pour défendre la victime, la serveuse de buvette, l'avocat de la société civile, maître Bernard Paraïso, dans l'analyse des faits, fait remarquer que le prévenu Melchior Azé Amoussou est un récidiviste qui a déjà fait 5 fois la prison. Il l'accuse de violence et voies de fait et attentat à la pudeur. Mais le ministère public dit noter la constance dans l'aveu du prévenu qui soutient vouloir tenir des rapports sexuels avec la fille. Donc pour Marc Robert Dadaglo, la tentative de viol est bien justifiée. Il requiert 15 ans de travaux forcés contre Melchior Azé Amoussou. C'est l'avocat de la défense qui aura battu en brèche la majorité des accusations. Pour maître Timothée Yabi, il n'y aura pas de preuves suffisantes des faits évoqués plus tôt. Et c'est d'ailleurs, dit-il, ce qui a été la faveur qu'on lui a accordée en prévenu. Un an après son incarcération, il a bénéficié de la liberté provisoire. Il plaide pour l'acquittement pur et simple de son client.
C'est lui qui aura donc raison puisqu'à la délibération, la Cour retient l'infraction violence et voie de fait et condamne l'accusé à 12 mois d'emprisonnement et l'acquittement au bénéfice du doute pour tentative de viol. Alors Serge Adiaka, la composition de la Cour, Faustin Anagonou comme président, greffier Théodore Jounchepon, ministère public Marc Robert Dadaglo, la société civile représentée par Bernard Paraïso et à la défense de l'accusé, maître Timothée Yabi. Et demain jeudi, ce sera le 5e dossier inscrit au rôle. Tout à fait, le dossier de demain jeudi 30 mars porte l'infraction coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. La scène s'est produite à Cotonou en 2004. Nous en saurons davantage demain. Jérôme Rongbo, merci. C'est moi. L'audience est ouverte. Autre volet de l'actualité, l'Association des parlementaires européens, en partenariat avec l'Afrique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, offre un espace de dialogue aux députés et responsables de partis. Au cœur des échanges, le projet de révision de la Constitution. L'objectif est de voir les aspirations des partis politiques prises en compte dans le processus. Alexis Segbemon, Jean-Claude James. Au cours de cet atelier, le débat est mené autour du projet de révision de la Constitution. Honorables députés et représentants de partis politiques partagent leur point de vue sur la question. Une initiative de l'Association des parlementaires européens en partenariat avec l'Afrique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Chaque article modifié ou ajouté ou supprimé est présenté et les partis politiques émettent leur avis sur la proposition qui est faite. Elles peuvent trouver qu'il faut l'enlever carrément ou bien la modifier, et ceci se fait en présence des députés qui apportent également leur connaissance de la question. L'objectif qui est en train d'être atteint d'ici est même au-delà de nos attentes, parce que le NIMD dit quoi? Le NIMD dit, c'est vrai, les partis politiques ont leurs intérêts qui peuvent diverger. Mais lorsqu'il s'agit d'intérêts nationaux, ils doivent pouvoir dialoguer en leur sein et retenir des résolutions où chacun d'eux se retrouve à l'intérieur. À ce rendez-vous de dialogue interparti, les échanges se déroulent sous le regard effectif d'un panel d'experts, juristes et constitutionnalistes. Non, l'idée n'est pas de retenir quelque chose, parce que ce n'est pas nous qui décidons ici. L'idée, c'est de voir quels sont les avantages ou les inconvénients. Nous, on opine en disant, si vous allez au mandat unique, voici les obstacles, voici les avantages, voici les inconvénients. Il ne nous appartient pas de décider à la place des parlementaires. Les conclusions de cette rencontre de 48 heures vont certainement aider les élus du peuple au cours de l'examen de ce projet de révision de la Constitution. Et pendant ce temps, les députés des 15e, 19e et 20e circonscriptions électorales du Parti du Renouveau démocratique, PRD, Raphaël Akoteyon, Badirou Aguemon et Corneille Padonou, étaient au contact de leurs mandants. Objectif, mettre ces derniers, disent-ils, au même niveau d'information et de compréhension des nouveaux articles contenus dans le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. On fait le point avec Augustin Baudou et Enoch Rompati. Le projet de révision de la Constitution transmis au Parlement par le président de la République ne laisse personne indifférent. Cet après-midi du mardi 28 mars 2017, un trio de députés du Parti du Renouveau démocratique, PRD, composé de Raphaël Akoteyon, Badirou Aguemon et Corneille Padonou, est allé partager le contenu du dit projet avec leurs mandats en vue de recueillir leurs avis. Lesquels avis sont partagés et chaque militant y va selon son humeur et sa compréhension des articles. Je viens à l'article 92 nouveau. Il y a la question de la suppléance d'un député qui est appelé à une fonction compatible avec l'exercice de son mandat. Si le député doit aller accomplir une mission ministérielle et retourner à l'Assemblée et reprendre son poste, je crains qu'il commette des impairs et venir se cacher sous l'immunité parlementaire. Et voilà, l'impunité est renforcée dans notre République. Je voudrais qu'on retire cela. Je viens maintenant à l'article 145
alinéa 2, nouveau toujours, on dit les conventions de financement doivent être ratifiées par le chef de l'État qui rend compte dans un délai de 90 jours. C'est comme si quelqu'un veut m'avaliser, je vais faire un emprunt et c'est après je l'informe. Et je ne vais pas l'avertir au préalable. Ce n'est pas bon. Il faut retirer. La Constitution même a prévu le mécanisme de sa révision. Mais nous qui sommes jeunes au niveau du parti, nous avons fait des recommandations à nos députés. Et par rapport à ça, ils vont intégrer dans la réforme pour pouvoir voter, pour pouvoir amender le test et qu'on puisse quitter cette réforme. On n'a pas besoin de tester ce là. Est-ce que le Béninois qui a Tangueta, qu'est-ce qu'il connaît? La population béninoise est à 80% illettrée. Qu'est-ce qu'il connaît du contenu de la Constitution? Non, il faut finir avec ça et passer à autre chose. Les députés ont rassuré cependant leur mandat et s'engagent à tenir compte de leurs différents amendements dans leurs décisions lors des travaux en commission ou en plénière au Parlement. Avant de porter n'importe quel amendement à n'importe quel article de la Constitution, il faudrait qu'on puisse recueillir l'avis de tous nos militants à la base et à partir de ces avis, qu'on puisse faire la synthèse et voir ce qui a conduit à tenir au niveau du Parlement. Il faudrait que les gens se calment. C'est vrai qu'il y a plusieurs tendances, d'autres qui pensent au retrait de la révision, d'autres qui pensent qu'il faudrait étudier le document dans le fond. Et je pense que ce qui dégage ici cet après-midi, c'est qu'il faut étudier le document dans le fond. Il faudrait voir article par article ce qu'il y a de bien pour le peuple et c'est ce que nous allons essayer de faire. Avant de prendre congé de ses militants et sympathisants, le trio a promis d'éditer cette pratique autant de fois que possible lorsqu'il s'agira des questions qui engagent l'avenir du pays. À Abomey-Calavi, le conseil communal est en session ordinaire. À l'ordre du jour, l'étude des rapports des commissions de chaque arrondissement ainsi que le bilan des activités menées. Reportage. Je déclare ouverte la première session ordinaire du conseil communal. Le conseil communal d'Abomey-Calavi démarre ainsi ses activités. Georges Bada a présenté son rapport à l'Assemblée, puis il a fait le point des activités effectuées. Nous avons participé à la première session du conseil départemental de concertation et de coordination tenue dans la salle de conférence de la préfecture d'Alada. Nous avons également participé à la cérémonie du lancement par le gouvernement béninois des travaux de construction du Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest africain, une institution spécialisée de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont le siège est basé dans notre commune. Autre activité menée, celle relative au PAG, à la cérémonie de remise de site à l'entreprise Sogea Satom pour la construction du pont de Womé. Le premier citoyen d'Abomey-Calavi a également présenté à l'assistance quelques projets en cours dans certaines localités de sa commune. Il est prévu la construction de plusieurs sites devant abriter des points de regroupement et un centre de transfert des déchets solides dans quelques localités de notre commune. Ainsi, dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, les travaux de construction des sites d'Agamandin et de la Zopa-Niné sont achevés. Ceux des localités d'Akhosoubeta, de Tokpa-Zungo sont en cours et même très avancés par endroits. Les activités continuent jusqu'au 31 mars prochain. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation des zones rurales du Bénin, PPEA, prend fin. Il faut faire le bilan de sa mise en œuvre et réfléchir à un nouveau mécanisme. C'est à cela que s'attellent les participants à l'atelier du 28 mars au Codiam. Le reportage est signé Ghislain Poguer. Cet atelier marque la fin du projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation des zones rurales du Bénin, PPEA. C'est donc l'heure de faire le bilan des 5 années de mise en œuvre du dit projet. Piloté par le Centre d'expertise de partenariat et de développement, le projet PPEA est financé par le gouvernement béninois et le Programme des Nations Unies pour le développement. La formation de 795 jeunes entrepreneurs agricoles, dont 135 femmes, et le suivi post-installation des installés. Le projet a donc connu des acquis qu'il est question de pérenniser. Compte tenu de l'allocation restreinte du budget subi par ce projet, seuls 785 jeunes ont été formés. La question de financement devrait également se poser, mais je crois savoir là aussi
que le gouvernement a de véritables ambitions. Je dirais de grosses ambitions. À l'ouverture des travaux de l'atelier, les participants sont invités à travailler à une bonne orientation d'un nouveau projet de développement de l'agrobusiness PEDA. La formulation devra donc prendre pour socle le PAG. Les orientations et les réformes structurelles dans le secteur agricole devraient également épouser la vision du gouvernement. Un mécanisme de suivi est mis en place qui prend en compte les bénéficiaires dans leurs ambitions. Le mécanisme que nous avons mis en place permettra à ces jeunes de continuer leurs activités. Suivant les orientations du chef de l'État, Patrice Talon, et sous l'institution du ministre d'État chargé du plan et du développement, nous avons déjà initié un nouveau projet. C'est le projet de développement de l'agrobusiness au Bénin. PPEA cède la place au PEDA pour de nouvelles orientations et perspectives dans la lutte contre le chômage des jeunes. Les différentes séances de sensibilisation sur le projet Emploi Jeunes, entamées depuis le lundi 27 mars dernier, a connu son épilogue. C'est l'étape de Cotonou qui met un terme à la tournée des responsables du dit projet. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Blaise Adampo, reportage. Fin de sensibilisation sur le projet Emploi de Jeunes pour les responsables du dit projet. Devant les autorités de la ville de Cotonou et les artisans, la coordination du projet a présenté son contenu. Le projet Emploi des Jeunes est une initiative du gouvernement du Bénin et qui est mise en œuvre avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale pour améliorer les compétences et les opportunités d'emploi des jeunes qui sont dans le chômage ou les jeunes sous-employés. Il est question aujourd'hui d'apporter une contribution dans le développement des compétences par apprentissage pour l'ensemble des jeunes du secteur informel. La composante 2 va exclusivement s'attaquer à la formation, à l'entrepreneuriat. Maintenant, lorsqu'on les a appuyés pour qu'ils puissent créer leur entreprise, il faut maintenant les appuyer pour l'installation, d'où la composante 3 qui va s'occuper exclusivement de l'installation. Engagement collectif des artisans et des autorités municipales après les échanges. Le conseil municipal de Cotonou et son président est tout à fait heureux d'apporter sa contribution, surtout dans le contexte économique actuel qui est caractérisé par une certaine morosité. Notre engagement est total parce que les présidents des 4 collectifs sont là et nous allons mobiliser même plus. Il y a au total 1156 jeunes qui seront pris en compte avec 50% de femmes et 50% d'hommes. Pour la composante 3, il y aura 816. Passé l'étape de sensibilisation, suivra celle de l'enroulement des jeunes dans les différents arrondissements du Bénin. Une semaine après que 7 conseillers communaux de Tori-Bocito ont créé le G7, le maire de la localité adhère finalement au groupe. Robert Tolegbon affirme que pour le développement de Tori, nul ne sera de trop. La première autorité qu'il est de la localité revient ici sur les raisons de son adhésion au G7. C'était dans l'arrondissement d'Azorhwe Alijo. Il est au micro de Blaise Adampo et de Daniel Ada. Dans notre conseil, on note 2 blocs. Il y a un bloc constitué de 7 conseillers d'un côté qui s'est dénommé ici en ces lieux il y a environ une semaine G7 et de l'autre côté 5 conseillers. Moi, en tant que maire de la commune, j'ai l'obligation de composer avec tous les constituants du conseil communal. Par ailleurs, le groupe G7 a fait à mon endroit 2 exigences. La dernière en date est celle d'aujourd'hui, qu'il a considérée comme un préalable pour voter le budget primitif 2017, faciliter son vote. En tant que maire de la commune et dans l'intérêt supérieur de la commune de Tori-Bocito, j'ai accepté de rejoindre ce groupe afin de contribuer à faire ramener le calme et l'harmonie dans mon conseil communal. Vous avez fait le choix d'adhérer au groupe G7. Nous souhaitons que, ensemble avec le G7, Dieu nous inspire, que le développement de Tori soit notre préoccupation pour le bien-être de nos populations.
Akasato a un nouveau complexe scolaire. C'est un complexe catholique, une œuvre de grand standing construite par les frères des écoles chrétiennes. L'infrastructure qui accueille depuis 6 ans ses premiers apprenants a été officiellement mise en service devant le plus haut responsable de la congrégation ainsi que du ministre de l'enseignement primaire. William Aguiar, Daniel Ada. En inaugurant cette école, qu'elle soit vouée à l'éducation des jeunes. Bénédiction finale de Monseigneur Gagné sur ce joyau implanté ici à Akasato. Qu'elle soit un lieu où les maîtres comme les élèves s'instruiront. Le complexe scolaire catholique Saint-Jean-Baptiste de la Salle d'Akasato accueille depuis 6 ans ses premiers apprenants. L'inauguration différée de ce joyau a lieu en présence du supérieur général de cette congrégation, Robert Schiller. Et cela en valait la peine. Ce collège est le plus grand que nous ayons dans les 4 pays. Le complexe scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, la Akasato, commence par la maternelle. Après, nous avons l'école primaire. Après, nous avons le premier cycle, 6e jusqu'en 3e. Et le second cycle, la première promotion est actuellement en première. Et nous apprécions à sa juste valeur l'investissement qui est fait ici, qui rentre dans le cadre des infrastructures à mettre en place pour la formation de nos enfants, de nos frères, de nos jeunes frères. La congrégation des frères des écoles chrétiennes est présente au Bénin depuis 1956 avec le collège Monseigneur Stemès de Boïcon. Restons toujours dans le domaine de l'éducation pour dire que le collège d'enseignement général de Tofo Centre bénéficie d'un module de classe supplémentaire. C'est un don de la Fondation Ajavon Sébastien Germain. La remise officielle a eu lieu en présence des élèves, du corps professoral ainsi que des autorités administratives et locales. Reportage Ghislain Koguet, Yves Agodopessi. Un module de 4 classes flambant neufs et une cabine de 4 toilettes pour le collège d'enseignement général Centre de Tofo. C'est un don de la Fondation Adjavon Sébastien Germain. Au cours de la cérémonie qui a consacré la remise officielle de ces infrastructures, place est faite aux expressions de gratitude. Nous sommes passés du rêve à la réalité avec ce splendide module de 4 salles de classe équipées de 120 tables bancs et un bloc de latrines à 4 cabines. Pour les responsables de la Fondation, les objectifs visés sont purement non lucratifs et charitables. La Fondation Ajavon Sébastien Germain veut encourager l'effort fourni par les usagers de ce collège. L'infrastructure est entièrement financée par la Fondation Ajavon Sébastien Germain. Son coût total de réalisation est de 26 841 622 francs CFA. Et ils envisagent de continuer sur cette lancée. L'aventure entre la Fondation ASG et les populations béninoises ne s'arrêtera jamais. Pour les élèves, les cours suivis sous Apatam font désormais partie du passé. Adieu donc les hangars délabrés et précaires qui nous exposaient aux intempéries. Aux infrastructures se sont ajoutés maillots, ballons et équipements scolaires. La première autorité de Tofo a exprimé à l'occasion toute sa gratitude en chanson. Nous sommes dans la joie. Une chanson que les élèves ont repris en chœur. Immense. Parlons une fois de plus de l'eau. Vous savez, nous en avons besoin pour notre santé, notre hygiène corporelle et vestimentaire et plus encore. Mais avant d'assouvir sa soif, il faut trouver de l'eau potable à consommer. C'est bien cette préoccupation qui retient l'attention de tous. Pour satisfaire notre curiosité, nous nous sommes rapprochés de quelques spécialistes en analyse de la qualité des eaux au Bénin. Ils réagissent ici au micro de Jules Kweikou et de Marie-Louise Perrin. De façon naturelle, l'eau doit être consommée telle qu'elle. Mais par rapport à des pratiques humaines, l'eau est souvent polluée et donne des maladies. On peut dire aujourd'hui que la qualité de l'eau au niveau des pompes se porte bien. En effet, quand on dit la qualité de l'eau au niveau des pompes, ça dépend de plusieurs facteurs. L'eau
au début peut être de bonne qualité et au cours de son transit peut être affecté par des polluants ou d'autres choses, et au robinet on peut avoir une eau de mauvaise qualité. L'eau aussi peut être de bonne qualité jusqu'au robinet, et après avoir pris l'eau, son transport dans le ménage peut impacter et on aura une eau de mauvaise qualité. Au niveau du robinet, l'eau qu'on prélève au niveau de ces robinets est de bonne qualité. Mais parfois, il arrive que quand le consommateur prélève l'eau, il voit certaines couleurs rougeâtres par exemple, ou l'eau a une odeur de l'eau de javel qui les repousse. Tout ça là, c'est les éléments organoleptiques qui repoussent le consommateur. En réalité, quand l'eau est de couleur rougeâtre, c'est deux choses. Soit l'eau en elle-même contient du fer, ce qui est rare à Cotonou parce que les gens font du traitement avant d'envoyer l'eau dans le réseau. Et soit l'eau, au cours de son transit, est perturbée par un défaut de canalisation qui est cassé quelque part, où l'eau est mélangée avec du sable et on observe l'eau rouge au robinet. Mais ce qui convient de signaler, c'est que à la SONEB, et au cours du traitement, ils mettent toujours du chlorhydriel qui empêche la prolifération microbienne. Et donc même si l'eau, on voit l'eau à une couleur rougeâtre et qu'on sort, sa qualité demeure une qualité intrinsèque. Une eau potable, c'est une eau qui doit être exempte de micro-organismes. Bon, pas forcément totalement exempte, mais la teneur, la concentration en micro-organismes ne doit pas dépasser certaines normes fixées par l'OMS pour que ces eaux soient saines pour la consommation. Par exemple, je prends les coliformes, ça ne doit pas dépasser 10. Dès que ça dépasse 10 dans une eau, par litre bien sûr, cette eau devient souillée et devient un risque pour le consommateur. Maintenant, mis à part les micro-organismes bien sûr, il y a aussi des éléments chimiques. Le pH de l'eau par exemple, le pH de l'eau doit être neutre, c'est-à-dire un pH de 7 degrés. Il y a également la minéralisation de l'eau. Puisque quand on boit l'eau, ce n'est pas seulement pour la molécule H2O. Les eaux contiennent également des minéraux qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il est souvent montré du doigt par les habitants d'Apapa. L'abattoir de Cotonou, vous le savez, serait à l'origine de mauvaises odeurs qui envahissent le quartier. La cohabitation des bœufs avec les usagers de la route n'est pas également bien perçue. Koudous Abdoulaye et Dine Bouraïman sont allés faire le constat. Difficile de les arrêter lorsqu'ils sonnent l'heure du pâturage. Ils deviennent maîtres de la chaussée, mettant en difficulté les usagers de la route. L'abattoir de Cotonou, d'où proviennent ces animaux, fait l'objet de critiques des habitants du quartier. Là, nous, là, ça, on vient surtout là où ils ont mis les bœufs là. S'ils peuvent débarrasser ça là, pour laisser l'abattoir là même là, ça serait bien pour que nous va rester dans le quartier pour être en paix. Seulement les bœufs là, si on circule, si on est sur la moto là, ça nous dérange. Les déchets que les gens déversent après avoir battu les bêtes et polluent l'environnement avec des odeurs qu'on sort. Pourtant, le cadre est régulièrement assaini. Un système est mis en place pour conduire les eaux usées et autres déchets à des endroits appropriés. Est-ce qu'il y a les odeurs ici? C'est un système enterré que nous essayons donc d'entretenir chaque semaine. Il y a des agents d'entretien, ceux qui lavent le hall là, que ouais. Tout donc ce réseau-là, les regards, chaque semaine, ils ouvrent tout. Donc jusqu'à la fin, ils ouvrent tout et nettoient tout. L'idéal pour les habitants du quartier abattoir, c'est le déplacement du parc à bétail. Mais pas plus tard qu'avant-hier, je me suis rendu chez le responsable même pour lui poser la question de savoir exactement quand est-ce que la bergerie sera déplacée, de me dire concrètement. Je rassure encore les populations que ce parc à bétail va partir dans les semaines à venir vers Calavi. Évidemment, les hommes et les animaux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ont absolument raison. En attendant d'accéder au nouveau site, les bœufs continuent à battre le pavé.
Venons-en à ce sujet sur Atlantique FM. La radio leader était hier dans le 8e arrondissement de Cotonou. Elle y a déroulé ses émissions. C'est une initiative qui participe de sa volonté de mettre ses auditeurs au cœur de ses émissions et confirmer ainsi son statut de radio de proximité. Ulvaïus Balogun, Dine Bouraïman pour le compte rendu. Atlantique FM se rapproche de ses auditeurs du 8e arrondissement de Cotonou. Une délocalisation par trimestre pour mieux impliquer les populations à la base dans la chaîne de production et de réalisation de ces émissions. Atlantique FM étant d'abord une radio de proximité, nous nous rapprochons beaucoup plus de nos auditeurs. Et c'est pour cela que de temps en temps, nous nous retrouvons quelque part en ville, dans un village, d'où nous émettons en direct. Par le biais de ce rapprochement, la radio leader a fait une retransmission en direct de quelques-unes des émissions de sa grille des programmes. Ce que nous mettons en exergue beaucoup plus, ce sont les émissions que nous présentons, parce que ce sont les émissions qui touchent le quotidien de ces populations-là, d'où nous émettons en direct. Par exemple, aujourd'hui, en direct, nous avons présenté une émission en fond où on parle des problèmes de foyer. Ça touche directement ces populations-là et ce sont ces populations-là même qui interviennent, qui posent des questions, qui donnent leurs avis par rapport à un sujet donné concernant bien sûr la famille. Des émissions spéciales très appréciées qui ont levé le voile sur les difficiles conditions de vie des populations du 8e arrondissement. J'ai été surpris de toute la synthèse qui a été faite sur le 8e arrondissement. Et ça, je vois au niveau de Atlantique FM du professionnalisme. Et ce qui a été fait aujourd'hui va permettre à beaucoup de personnes de mieux comprendre le 8e arrondissement et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Atlantique FM, la radio leader, confirme ainsi sa devise d'être une radio de proximité au service de ses auditeurs. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, à 21h, suivez le point du Conseil des ministres. Ensuite, un entretien sur le thème élections et personnes handicapées, accessibilité des lieux de vote. Ensuite, deux feuilletons vont venir, choix de l'amour et We Vote You. Le rendez-vous du journal du soir, c'est bien sûr à 23h. C'est une présentation de Héloïse Winato. Cette édition, vous le savez, est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bonne nuit en compagnie des programmes de l'ORTB.